Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de revenir à l'Université Laval. J'ai étudié ici. À un moment donné, j'ai travaillé dans le secteur, dans le marché de l'emploi. Ensuite, je suis revenue en tant que professeur, mais pas professeur de droit, mais professeur en criminologie. Donc, aujourd'hui, je vais insister donc sur les principes internationaux de l'encadrement des activités de blanchiment d'argent dans le secteur des assurances. Et oui, le secteur des assurances, c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, hein. C'est un secteur qui représente peu de risques, donc avec les études ont montré et puis les différentes analyses que c'est un secteur qui est moins exposé au blanchiment d'argent, contrairement aux institutions de dépôt, par exemple, au casino, alors au secteur immobilier. Donc, le programme de la présentation, on va faire une petite mise en contexte. Donc, je vais présenter les indicateurs de risque de blanchiment d'argent dans le secteur des assurances. Et ensuite, on va faire un portrait global du secteur des assurances au Québec pour soulever les questions des problématiques de recherche. Et ensuite, on va voir les principaux, donc les dispositifs internationaux d'encadrement du blanchiment d'argent. Et j'ai également voulu vous parler donc, de l'approche basée sur le risque, l'approche axée sur le risque, qui est également une approche ou un axe qui est incontournable dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Et enfin, je vais terminer donc avec les différents enjeux autour de cette question-là. Les indicateurs de risque, je ne vais pas revenir sur la définition qui a déjà été donnée donc, par Madame Vacol-Fable, mais je vais insister sur un point, donc pour introduire un peu, donc comme j'ai la lourde tâche de toujours de mettre en avant le secteur des assurances, je vais insister ici sur la deuxième phase du blanchiment d'argent, c'est-à-dire la dispersion ou alors l'empilement. Donc, l'empilement, c'est, pour résumer un peu la définition, c'est le fait de pouvoir se mettre à distance, enfin de créer une distance avec la source des fonds illicites. Et placer de l'argent sale dans une police d'assurance, c'est une étape réussie. Donc, c'est réussir donc l'étape de l'empilement. Parce qu'on ne peut pas imaginer que les fonds qui proviennent d'une compagnie d'assurance les fonds qui proviennent d'une compagnie d'assurance ne peuvent pas attirer la vigilance ou alors l'attention des institutions financières qui reçoivent ces fonds-là. Le blanchiment d'argent, donc, dans le secteur des assurances, est assez complexe parce que c'est difficile de détecter et de refaire, de trouver la source. Parce que généralement, le blanchiment et la fraude sont imbriqués. C'est deux infractions vraiment différentes. Le blanchiment est défini par l'article 416.31 du Code criminel et la fraude également est régie par le Code criminel. Donc, elles peuvent avoir, ces deux incriminations peuvent avoir des assimilations, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le blanchiment, porte essentiellement sur les fonds illicites et la fraude peut porter aussi bien sur les fonds licites que illicites. Mais à la fin de la journée, pour les compagnies d'assurance, c'est souvent, ils considèrent la fraude à l'assurance comme une infraction particulière, mais la fraude à l'assurance peut être déjà une infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment d'argent. Parce que le blanchiment d'argent, c'est l'infraction chapeau, si je peux qualifier ça comme ça, mais en dessous, on a plusieurs infractions frauduleuses qui peuvent conduire donc à l'infraction de blanchiment. Et là, je vous présente quelques indicateurs de risque de blanchiment dans le secteur des assurances. C'est vraiment une ébauche par rapport à la liste des indicateurs qu'on peut avoir. Donc, vous avez par exemple un client qui propose d'effectuer une opération importante en espèces. Le client qui apporte des modifications imprévues à sa police ou alors des modifications qui sont incohérentes aux modalités de son contrat, à sa police d'assurance, y compris par exemple l'augmentation régulière ou importante de primes. Et un autre exemple, donc le client qui semble s'intéresser davantage aux modalités de résiliation ou de cession qu'au rendement à long terme de ses placements. Donc vous avez un client qui vient et tout ce qui l'intéresse, c'est la fin du contrat. Parce qu'à un moment donné, ce qu'il veut, c'est pouvoir avoir des fonds fiables. Et à travers donc, le secteur d'assurance, c'est facile d'avoir ces fonds-là. Et enfin, vous avez un autre exemple que j'ai mis là, donc le lien entre le bénéficiaire et le détenteur de la police d'assurance n'est pas établi de façon précise. Donc c'est une problématique existentielle, je pense qu'on en parle de plus en plus avec le registre des bénéficiaires effectifs, qui est un projet en cours. Donc
toujours, enfin, lorsque le bénéficiaire, le lien entre le détenteur de la police et le bénéficiaire n'est pas établi, alors qu'il y a à un moment donné un changement de bénéficiaire, ça peut être déjà un indicateur de risque dans le secteur des assurances pour le blanchiment d'argent. Donc là, j'ai présenté deux situations. Une situation qui porte sur le client qui apporte des modifications imprévues. Donc, vous avez une compagnie d'assurance vie qui reçoit un paiement de 25 000 $ par exemple pour un client qui existe déjà. Donc, c'est un client qui existe. Une fois l'argent reçu, la compagnie s'est renseignée sur la provenance de l'argent. Donc, juste rappeler que c'est un cas qui existe, qui se retrouve dans les documents internationaux de l'IAIS, enfin de l'AICA, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance. Donc, la compagnie s'est renseignée sur la provenance de l'argent et il s'est avéré que l'argent avait été déposé en espèces dans une banque afin de payer les primes à la compagnie d'assurance et la banque réceptrice n'a pas posé de questions donc, lors de la réception de cet argent-là. Donc, la suite de la situation, c'est que la compagnie d'assurance a rédigé donc une déclaration d'opération suspecte et s'est avéré que c'était une opération de blanchiment d'argent. Vous avez également le deuxième cas qui porte sur le blanchiment d'argent qui implique un cas de fraude. Donc, il faut savoir que lorsqu'il y a un cas de fraude, comme je l'ai dit tantôt, souvent la fraude à l'assurance est traitée comme une infraction particulière. Mais aussitôt qu'on fait face à une fraude à l'assurance, il faudrait que le système, il faudrait déclencher systématiquement le contrôle des opérations de blanchiment d'argent pour voir si la fraude n'est pas plutôt une étape donc, du blanchiment. Donc là, vous avez un exemple ici. Vous achetez un véhicule avec de l'argent sale, par exemple, un argent qui provient de la vente de stupéfiants, par exemple. Et ensuite, vous déclarez le vol de la voiture à votre assureur. Et l'assureur va procéder donc au remboursement de la valeur de la voiture. Donc, c'est un cas ici dans le secteur des assurances qui implique un cas de fraude. Donc, généralement, on trouve ce type d'exemple-là dans le blanchiment, dans les contrats IARD, donc incidents, accidents et risques divers. Donc, aperçu du secteur des assurances au Québec. Donc, on remarque qu'il y a un taux de pénétration de l'assurance au Québec et ça augmente régulièrement au fil des années. Donc là, j'ai tiré quelques extraits du rapport annuel des institutions financières de l'autorité des marchés financiers qui montre qu'il y a une évolution, il y a une augmentation des primes directes souscrites au Québec pour les assurances de personnes. Donc on voit une différence remarquable entre l'année 2021 et l'année 2022. Et c'est également pareil pour les assurances de dommages. Donc, on voit également une légère augmentation. La problématique ici, la question qu'il faut se poser, est-ce que cette croissance-là est causée par l'achat des produits d'assurance par les consommateurs, donc un besoin réel, ou alors il s'agit de faux achats par les blanchisseurs d'argent? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Et en fait, c'est là le gros nœud avec le secteur des assurances, parce qu'on n'est pas capable à date de vraiment identifier c'est quoi le blanchiment d'argent, surtout que c'est reconnu mondialement sur le plan international et même national que le secteur d'assurance représente un faible risque pour les activités de blanchiment. Donc, pour pouvoir détecter, pour pouvoir déceler les activités de blanchiment d'argent dans le secteur des assurances, il faudrait déjà faire un portrait réel des déclarations de soupçons provenant de ce secteur-là. Une information qu'on ne retrouve pas. Et c'est ce que je dis dans le dernier paragraphe. Par exemple, en 2021 et 2022, les trois principales infractions sous-jacentes associées aux communications de renseignements financiers de CANEF portaient sur la drogue, la fraude et la traite de personnes. Donc là, on ne parle pas de blanchiment d'argent. Donc il se pourrait que la fraude, notamment, ait été sous-jacente donc à une infraction de blanchiment. Mais là, on ne le sait pas. Donc, le document ne renseigne pas sur le nombre exact de déclarations de soupçons reçues du secteur de l'assurance. Et on a besoin de ces données-là pour pouvoir dresser un portrait concret, réel. C'est vrai, on le dit, mais avec des données un peu plus probantes, on pourra vraiment se prononcer sur l'évaluation du risque du blanchiment d'argent dans le secteur des assurances. Donc là, on va passer directement donc, au cœur même de la présentation, c'est-à-dire les dispositifs
internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le secteur de l'assurance, on identifie deux grands régulateurs, donc le GAFI, le groupe d'action financière, et l'AICA, qui est l'Association internationale des contrôleurs d'assurance. Donc, le groupe d'action financière a été créé en 1989 et son mandat est donc d'établir et de promouvoir donc, les principes, les standards internationaux d'encadrement du blanchiment d'argent. Donc, c'est l'enceinte à l'intérieur de laquelle plusieurs principes et recommandations naissent vis-à-vis donc des pays membres et des régulateurs. Ici, le point principal, c'est le champ d'application. Le glossaire du GAFI exclut les activités d'assurance non-vie des activités exercées par les institutions financières. Ça veut dire que les recommandations du GAFI ne concernent que les assurances vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blanchiment dans les sociétés d'assurance non-vie. C'est juste que les dispositions du GAFI ne s'appliquent qu'aux assurances vie. Et la recommandation du GAFI et les interpellations du GAFI, c'est de dire aux régulateurs vous pouvez appliquer les dispositions des assureurs, qui s'appliquent aux assureurs vie, aux assureurs non-vie, mais vous n'avez pas, ce n'est pas une obligation qui découle donc de nos recommandations. Et également, le GAFI a des partenariats avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire sur la méthodologie d'évaluation du respect des normes de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc là, j'ai essayé de résumer les différentes recommandations. Il y en a 40. Donc, vous avez ici les différentes recommandations résumées, donc regroupées essentiellement. Donc, vous avez d'autres groupes sectoriels également qui réglementent. Donc, au niveau du secteur bancaire, vous avez le comité de Bâle sur le contrôle bancaire qui établit également des dispositifs, des standards internationaux pour l'encadrement de la criminalité financière. Vous avez l'AICA que j'ai déjà présenté et vous avez également l'Organisation internationale des commissions de valeurs. Vous avez entre autres également le groupe Egmont qui rassemble les différents CANAF de ce monde et puis le groupe Wolfsberg qui rassemble les différentes banques centrales qui discutent sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc j'essaie d'aller vite parce que... Donc là, vous avez les dispositions importantes de l'AICA. Donc vous avez le principal standard, le principal principe qui est l'ICP 22 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et son document d'application, mais vous avez d'autres principes connexes qui gèrent les risques tout autour. Donc, vous avez la gestion des risques et contrôles internes. Donc, ici, avec cet ICP-là, ce principe-là invite donc à mettre en place des politiques écrites, appropriées, comprenant donc la définition des critères de classification de risques matériels. Également, vous avez l'ICP 21 sur la fraude dans le secteur des assurances, dans le secteur de l'assurance. Toujours qui rappelle que la fraude doit être un élément à prendre en compte chaque fois qu'on fait face à ce type d'infraction-là, chaque fois que les compagnies d'assurance font face à ce type d'infraction-là. Et également, l'approche basée sur le risque, j'ai tenu à présenter parce que c'est, comme je dis, c'est un élément essentiel dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, en fait, le GAFI, il a des recommandations, mais le GAFI émet également des directives. Donc, il y a une directive du GAFI qui porte sur le risque-based d'approche dans le secteur des assurances, qui donne des indications sur les risques inhérents, les risques résiduels à prendre en compte dans l'encadrement de la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc là, vous avez un résumé. J'ai pris ce schéma a été pris du site du CANAF qui résume un peu l'évaluation du risque. Vous avez la détermination des risques inhérents. Dans le secteur des assurances, le risque inhérent peut porter sur le risque géographique, ou alors sur le risque sur le client, ou alors le risque sur les produits. Par exemple, vous avez les exemples comme l'assurance de vie universelle qui peut représenter un risque inhérent parce que l'assurance de vie universelle implique des activités d'investissement, des produits d'investissement. Donc, ça peut être complexe et ça peut être donc un foyer pour le blanchiment d'argent. Donc là, je vais terminer avec les enjeux. Donc, le principal enjeu à l'heure actuelle au Canada, c'est la mise en place d'un registre de bénéficiaires effectifs. Donc, depuis le 31 mars 2023, au Québec, on peut déjà consulter à travers le registre des entreprises les différentes informations sur les bénéficiaires effectifs, dont les particuliers qui ont un contrôle important.
Et cela vient également du fait que le GAFI a voulu modifier la recommandation 24 qui porte donc sur ces bénéficiaires-là. Et tous les autres pays, pas seulement le Canada, ont embarqué. Donc là, on a un projet de loi C42 qui a été déposé au Parlement canadien qui va modifier la loi sur les sociétés dans l'optique de pouvoir donc rendre imposable de déterminer dans les personnes, les particuliers qui ont un contrôle important sur les entreprises pour éviter les sociétés écrans, pour éviter que les criminels passent à travers des sociétés qui n'existent pas pour blanchir des fonds. Donc, l'ONU-DC, en 2009, par exemple, a dit a fait savoir qu'il y avait près de 2100 milliards de fonds qui avaient été blanchis à travers donc, les sociétés écrans, les sociétés fictives. Donc, c'est l'un des enjeux importants qu'il faudrait suivre à la lettre. Également, le rapport du GAFI sur la lutte contre le financement des rançongiciels. En fait, les rançongiciels sont des logiciels malveillants que les criminels vont installer dans vos systèmes informatiques et par la suite vous demander des rançons. Donc, pour les compagnies d'assurance peuvent être des personnes qui couvrent ou alors des personnes qui payent donc des rançons à travers donc des contrats de cyberassurance. Vous avez vu, je l'ai dit tantôt, l'assurance non-vie ne fait pas partie des institutions financières encadrées par le GAFI. La cyberassurance non plus ne fait pas partie des institutions qui sont couvertes, qui sont réglementées par le GAFI. Mais le GAFI interpelle les gouvernements, les régulateurs à travailler avec à travailler avec ces institutions non financières pour qu'elles puissent faire des déclarations parce qu'elles sont à même de pouvoir faire des déclarations sur les attaques et comme elles ont des contrats, comme ces compagnies ont des contrats de cyberassurance, elles peuvent donc facilement faire des déclarations de soupçons auprès du CANAF et qui pourrait aider donc à démanteler donc le blanchiment d'argent à travers ces cette technique de rançongiciel. Donc, c'est ce que j'avais prévu pour vous. Je pense que je suis dans les temps. Je vous remercie pour votre écoute et je vous attends à la période des questions. Merci.